Nouvelles technologies et didactique des langues, donc deuxième cours. Voilà, donc on va parler évidemment là de la suite un peu logique du premier cours et de tout ce qu'on peut faire avec le web social, entre autres, donc avec tout ce qui vient avec l'arrivée du web 2.0, donc les réseaux sociaux, tous les éléments en fait où l'utilisateur d'Internet devient acteur en fait et producteur sur l'internet parce qu'évidemment c'est une des choses qui nous intéresse puisqu'on voit qu'on va pouvoir travailler non seulement les compétences évidemment en compréhension mais les compétences en production qu'elles soient écrites ou orales. Au départ on va réfléchir un petit peu enfin avant de rentrer dans les usages du web social. On va réfléchir un petit peu à la manière en fait dont les nouvelles technologies en fait se sont substituées ou intégrées puis substituées puis ont mangé l'ensemble de notre univers. Comment elles se sont intégrées puis substituées à d'anciennes technologies dans l'enseignement. Et comment, évidemment, il est très difficile, enfin, ou impossible même probablement, surtout vu la plateforme, les plateformes qu'on utilise pour travailler sur ce sujet, impossible maintenant de se passer de nouvelles technologies ou très difficile. On pourrait évidemment revenir à du old school complet et ce serait pas désagréable. D'ailleurs, je sais encore le faire. Je pourrais vous faire des cours dans un amphithéâtre sans amplification, sans électricité, sans rien de tout ça. Mais malheureusement, d'une part, ce serait un peu difficile à l'heure actuelle, vu les conditions qui nous sont imposées par la crise sanitaire et les conditions générales de l'évolution du monde tel qu'il est. Vous voyez que, bon, évidemment, tout ça n'est pas neutre du tout d'une quantité de points de vue, en fait. C'est-à-dire qu'on a eu une évolution exponentielle des nouvelles technologies. Je veux dire, le nombre de machines qu'on utilise, la distribution de l'électronique et de l'informatique dans la vie quotidienne est devenu quelque chose d'absolument omniprésent, en fait. Donc, on n'a plus tellement le choix de sortir de ça. On peut essayer de le faire. On sera peut-être contraint à le faire à un moment ou l'autre en cas de crise majeure écologique ou en cas de crise de catastrophes naturelles. Enfin, vous voyez actuellement, il y a des gens, même en France, qui sont complètement coupés avec ce qui vient de se passer dans les îles, avec les inondations dans la vallée de la Vésubie ou la vallée de la Roya. Il y a des gens qui sont complètement coupés de toute communication et de toute nouvelle technologie. Donc on peut être amené à s'en passer. C'est de plus en plus compliqué. Et il y a une poussée aussi, évidemment, des fabricants de matériel et de l'industrie et en gros du capitalisme, hein, on peut le dire sans plus d'embâge. En fait, ça fait longtemps qu'on est poussé en fait, à consommer, évidemment, des nouvelles technologies et des logiciels et ainsi de suite. Effectivement, ces produits-là ont remarquablement bien réussi. Donc, le cours d'aujourd'hui, donc tout d'abord, intégration des nouvelles technologies dans l'enseignement, puis remplacement des anciennes technologies, omniprésence de ces technologies, ensuite Web 2.0, usage du web social. On fera peut-être un petit rappel tout à l'heure sur l'histoire de l'Internet, parce que j'ai retrouvé en fait une vidéo qui dit de manière peut-être plus animée et plus mnémotechnique en fait enfin une brève histoire qui raconte une brève histoire de l'internet donc qui permet évidemment de mémoriser en fait les passages que je vous ai racontés dans le cours numéro un. Voilà, merci beaucoup. Je vais m'appuyer sur ce tableau donc qui vient de Christian Puren, en fait l'article que je vous ai cité donc de 2001 sur l'innovation technologique en didactique des langues. Donc je vous redonnerai hein, la référence tout à l'heure. Vous l'avez si vous vous rappelez du cours précédent. Il faut que je mette tout ça de toute façon sur notre plateforme Moodle. Donc en fait, vous avez des modèles historiques sur ce tableau, sur la façon dont l'innovation technologique est entrée progressivement dans l'univers de la didactique des langues. Hein. Donc Puren, on connaît 4 modèles de complémentarité, d'intégration, d'éclectisme et d'autonomie. Hein, vous voyez sur la colonne de gauche.
J'aurais tendance à dire qu'on est un peu actuellement dans un cinquième modèle, qui est un espèce de modèle d'omniprésence en fait des nouvelles technologies ou de virtualisation du monde ou de complémentarité entre le virtuel, le monde virtuel et le monde réel, avec des effets particuliers où à certains moments les frontières se brouillent entre les deux univers. Bon, on en reparlera, hein, c'est une problématique absolument passionnante qui a des enjeux sur absolument tout, hein. On a parlé un petit peu, on a évoqué les dernières élections américaines et l'impact des réseaux sociaux sur les dernières élections américaines, sur la fabrication de l'opinion en général. Évidemment, les nouvelles technologies ont un impact absolument énorme et même sur la distribution de la parole, en fait, sur le fait que, bon, on le disait, chacun peut parler sur Internet, chacun peut prendre la parole avec plus ou moins de chances d'être entendu, mais évidemment, ça change complètement en fait la donne de ce qui existait avant avec des journaux, avec des comités de lecture ou des journaux avec des tendances politiques clairement identifiées où on savait très bien d'où les gens parlaient, de quelles tendances politiques ou idéologiques ils arrivaient. Donc ça a changé complètement, la virtualité est devenue quelque chose le monde virtuel est devenu quelque chose d'omniprésent, qui a des interactions avec le monde réel qu'on a encore du mal à penser, enfin qu'on n'arrive pas à penser encore de façon absolument complète et complètement théorisée. Donc ici pour Puren, on a plusieurs modèles. Donc un modèle qui date un peu, ce modèle de complémentarité qu'on trouve dans les méthodologies directes et les méthodologies actives en fait. Par exemple, donc là on va avoir dans les méthodologies directes des aides visuelles qui seront par exemple sous forme de tableaux de feutre ou peut-être un peu plus tard de diapositives ou de photographies ou de grandes images. Les nouvelles technologies sont mobilisées séparément et occasionnellement par les enseignants au service d'une cohérence globale d'enseignement préexistante. Donc on a une théorie sur ce que c'est qu'enseigner les langues, donc avec la méthodologie directe ou la méthodologie active. Vous voyez vous avez une petite idée de ce que c'est que la méthodologie directe. Donc c'est celle qui consiste à mettre directement en relation la langue et les référents. Vous savez que on a dans la théorie dans les théories du signe en fait. Depuis Saussure, on a le signifiant et le signifié, hein, donc le mot et son sens en gros, mais on oublie souvent en fait une autre partie qui est le référent. C'est-à-dire que si je vous parle d'une table ou d'un bureau, là je suis clairement assis sur une chaise et devant un bureau, devant un ordinateur. Donc je peux vous montrer ces différents éléments et vous dire ça c'est une chaise, ça c'est un bureau, ça c'est un ordinateur. C'est de la méthodologie directe. On associe directement le référent au signifiant en langue, bon ici en français, donc on parle la même langue, mais si vous faites un cours de langue, vous l'associerez au signifiant en langue étrangère. This is a chair, this is a desk, this is a computer, et voilà, et le tour est joué, donc on a fait de la méthodologie directe. Donc cette méthodologie directe, évidemment, l'un des problèmes, c'est la relation à la référence. Enfin, bon, ça, vous étudierez tout ça dans d'autres cours. Et le fait que l'univers, évidemment, n'est pas forcément découpé, enfin, je veux dire qu'on n'est pas forcément découpé de la même façon dans les différentes langues, et que les référents aussi ne sont pas forcément les mêmes, bien entendu, dans différentes langues, mais bon, surtout qu'on ne va pas désigner exactement la même chose, surtout dès qu'on passe à des concepts abstraits comme la liberté, la jalousie, etc., ou dès qu'on a besoin de faire rentrer dans la classe d'autres choses, qu'on va devoir parler du paysage, du temps qu'il fait dehors, etc., on va être obligé d'associer d'autres éléments. Donc c'est là on va avoir des aides qui seront en partie technologiques, et l'enseignement est centré évidemment sur l'enseignant, des aides, des auxiliaires, des moyens. La technologie est complètement dépendante du projet de l'enseignant et de l'enseignant. Il la convoque quand il en a besoin, c'est-à-dire qu'il fait rentrer un tableau de feutre avec des personnages, des objets, etc., pour faire des activités linguistiques autour de ce tableau de feutre ou cette image. Je veux dire, mais c'est un vrai modèle de complémentarité
la technologie, d'une part, elle est relativement low-tech, si j'ose dire, et l'enseignant, l'insère là où il veut. Hein. Je veux dire, on est encore dans une phase où c'est l'enseignant qui fait pratiquement tout et qui va servir de modèle linguistique. Des problèmes, hein, c'est un des problèmes, entre autres pour l'accent, par exemple, sur les langues étrangères. Vous avez vu qu'en fait, à partir du moment où on a pu faire rentrer dans la classe des magnétophones et donc des voix étrangères, des voix de locuteurs natifs enregistrées, eh bien, ça a tout changé du point de vue de la qualité de la prononciation des élèves. Hein, on l'a vu de près dans toute une série de projets. Hein. Je pense à des projets d'enseignement, par exemple, en Afrique, en Côte d'Ivoire, quand on a introduit l'éducation télévisuelle, eh bien, les élèves qui parlaient avec un accent ivoirien au départ et qui étaient confortés dans cet accent par l'accent de leur maître, à partir du moment où ils ont eu un enseignement par la télévision, on a vu que leur accent devenait un accent entre guillemets standard. C'est un accent français, plus ou moins parisien, plus ou moins oui, central de la région d'Île-de-France. Donc ça a complètement changé effectivement leur pratique de la langue. C'est pareil, actuellement on n'y pense même plus, mais bon je veux dire, si on comparait la qualité de votre prononciation en anglais à celle de gens qui ont appris l'anglais dans les années 50 ou 60, avant qu'il y ait des méthodes audio-orales et de l'audiovisuel et des magnétophones, on serait certainement assez surpris par les résultats. Donc, après cette complémentarité, après cette période de complémentarité technologique, avec convocation des technologies low-tech par les enseignants, la technologie va vraiment rentrer dans la classe avec les approches audio-orales et audiovisuelles. Alors, audio-oral, donc, c'est les approches américaines, avec nos fameux, avec beaucoup d'utilisation du magnétophone, en fait. Et donc, comme vous le savez, enfin, comme on a dû vous le dire dans différents cours, en fait, c'est lié à plusieurs choses, ces méthodologies audio-orales. C'est d'une part lié à l'invention ou à l'introduction à la démocratisation, en tout cas, du magnétophone, donc qui va permettre d'écouter des textes authentiques. C'est lié à l'apprentissage, donc à des méthodes aussi qui sont, encore une fois, les méthodes pour apprendre les langues de l'armée américaine. Et il y a toute une histoire, en fait, dans cet audio oral, en fait, derrière cet audio oral. C'est l'idée que le modèle verbal, enfin, que la langue orale est première, évidemment, et ça repose sur les travaux d'ethnologues, en fait, qui vont avoir analysé des récits ou des productions verbales dans des langues étrangères qu'ils ne connaissent pas et qui vont y travailler par des méthodes uniquement statistiques, en fait, à partir d'enregistrements. Donc là, on expose l'élève à de l'oral et on essaie de construire chez lui des réflexes, en fait, de réponse à travers les enregistrements, l'exposition à l'oral et des exercices extrêmement répétitifs. On va avoir un avatar, en fait, des méthodes audio-orales assez différents quand même en France avec les méthodes structuro-globales audiovisuelles, où là on va introduire l'audiovisuel et l'audiovisuel, donc là qui va aussi évoluer lui assez rapidement. Donc ça commence là en France dans les années 60, une dizaine d'années après les méthodes audio-orales américaines. Et ces méthodes structuro-globales audiovisuelles en fait vont utiliser des diapositives pour renforcer en fait l'association entre le texte et l'image. C'est assez intéressant de les regarder de près parce qu'en fait on est déjà dans un discours assez différent des méthodes audio-orales qui visent à construire un comportement. Là on est plus déjà dans de l'énonciatif et dans une espèce de lutte contre la grammaire traditionnelle dont les didacticiens de l'époque ne veulent plus entendre parler. Donc les nouvelles technologies sont mobilisées, dit Puren, les nouvelles technologies sont mobilisées conjointement et systématiquement par les méthodologues avec d'autres éléments de base, comme la description du fonctionnement de la langue, des processus mentaux d'apprentissage de la langue et de la nature du parler en langue étrangère pour construire une nouvelle cohérence globale d'enseignement. Donc c'est vraiment le moment, en fait, dans ces années 50-60,
où on commence à intégrer la technologie et ça va aller de plus en plus vite en fait. Et on va aussi avoir, évidemment, je veux dire, les technologies changent aussi probablement simplement parce que bah, maintenant, bon, ça fait déjà quelque temps que l'électricité est à peu près partout dans les salles de classe. Mais bon, il faut de l'électricité, il faut une prise pour brancher le magnétophone et le projecteur de diapositive. Donc on va aussi consommer du matériel différemment de ce qu'on faisait avant. Il y aura une plus grande part en fait du matériel commercialisé par rapport au matériel fabriqué par l'enseignant. Et ça, c'est encore autre chose. En fait, c'est encore une chose qui change votre statut d'enseignant. C'est-à-dire que maintenant, vous allez devenir aussi un enseignant un peu consommateur par rapport à un enseignant plus créatif, peut-être dans les années précédentes. Non, en tout cas, différent. En tout cas, il y a une différence de fonctionnement. Euh, Éclectisme, statut de la technologie autonome, centration sur la technologie. Les nouvelles technologies sont mobilisées séparément et systématiquement par les méthodologues qui s'appuient sur leur potentialité pour proposer aux enseignants ou sur leurs effets pour décrire chez les apprenants de nouvelles cohérences partielles d'enseignement ou d'apprentissage. Donc dans l'éclectisme, en fait, on va utiliser un peu tous les moyens, en fait, de façon éclectique, donc c'est-à-dire de façon, on va prendre tout ce qui nous paraît bon, en fait, pour enseigner, on va se centrer un peu sur la technologie et commencer à connaître une certaine fascination pour la technologie et les potentialités et les effets que vont avoir les technologies sur les apprentissages. C'est le moment où on pense que les ordinateurs, par exemple, vont être une merveille. Donc on va parler beaucoup d'enseignement assisté par ordinateur et on pense que les ordinateurs vont être une merveille pour faire des exercices répétitifs, pour faire des exercices qui rejoindront en fait ce qu'on faisait avec les méthodes audio-orales. Donc l'ordinateur ne se lasse jamais, ne s'énerve jamais, donc c'est une merveille pour l'apprenant d'avoir une machine qui va lui dire « Essaye encore une fois, tu t'es trompé, recommence », sans s'énerver et d'une manière extrêmement répétitive. En fait, ça va pas être si merveilleux que ça, on va le voir. Je me rappelle d'enfants quand j'étais déjà adulte qui jouaient avec un terrible gadget qu'on appelait la dictée magique. Finalement, le fait que cette machine reste parfaitement imperturbable face à vos erreurs devient finalement très très vite complètement énervant. Donc ces technologies d'éclectisme, donc c'est en fait un moment où on va faire rentrer les différentes technologies, entre autres l'ordinateur, dans l'enseignement des langues, mais sans avoir une perspective théorique complètement construite. En fait, on va plutôt être fasciné par les possibilités de la technologie, sans avoir l'idée encore, parce que c'est nouveau. C'est un peu les attentes exagérées qu'on peut avoir à propos d'une technologie nouvelle. Donc, quatrième modèle d'autonomie, centration sur les apprenants, statut de la technologie variable. Donc là, en fait, c'est ce que dit Puren, hein, les nouvelles technologies sont au même titre que les autres ressources, disponibles comme les manuels, les documents authentiques, les autres apprenants et les enseignants, mises à la disposition des apprenants qui peuvent les mobiliser séparément ou conjointement, occasionnellement ou systématiquement pour choisir ou se construire eux-mêmes des types diversifiés de cohérence d'apprentissage. Donc là, effectivement, c'est les ressources, en fait, qui vont permettre aux apprenants d'apprendre en autonomie. Je veux dire, c'est pas du nouveau, en fait. Je veux dire, on pouvait déjà le faire avec des vieilles technologies, entre guillemets. Mais là, en fait, on a un choix complémentaire. Je veux dire, les MOOC, par exemple, sont complètement dans ce domaine-là, en fait. Bon, même si on est guidé, on est autonome, les apprenants sont autonomes, ils peuvent construire eux-mêmes leur parcours d'apprentissage, et encore plus, évidemment, par rapport, enfin, avec la quantité de ressources qu'il va y avoir. Donc on voit évidemment que dans la perspective de l'autonomisation des apprenants, il va falloir que ceux-là apprennent à apprendre, en fait, qu'ils soient capables, en fait, de se repérer dans les différentes ressources qui sont à leur disposition,
et de définir leurs objectifs d'apprentissage et de se construire une cohérence d'apprentissage. Évidemment, là, les compétences qu'on va demander aux apprenants vont au-delà du linguistique, mais c'est aussi des compétences cognitives et des compétences métacognitives, puisqu'il va falloir qu'ils apprennent à planifier leurs apprentissages, à définir leurs propres objectifs et à se repérer par eux-mêmes. Alors j'aurais tendance à dire qu'on est maintenant dans un mix de différents modèles, avec beaucoup probablement d'appels à l'autonomie, sans qu'on sache d'ailleurs très bien si les apprenants sont effectivement formés pour ça. Et on est dans un statut, dans une période où on a une omniprésence des nouvelles technologies. Quoi qu'on fasse, en fait, on s'appuie sur des nouvelles technologies, que ce soit pour se guider dans la rue sur un GPS, que ce soit pour chercher des informations sur l'Internet, que ce soit pour choisir un restaurant, on va le voir avec les usages du Web 2.0. Donc l'univers est complètement, l'univers virtuel en fait, a complètement envahi l'univers naturel, si j'ose dire. Il y a des interactions entre l'univers virtuel et l'univers naturel qui sont absolument pas simples à décrypter et qui peuvent être qu'on n'a pas encore complètement pensé en fait. Quand on voit effectivement que l'univers virtuel va influer directement sur l'univers naturel, enfin l'univers réel, comme par exemple, donc on le disait, sur la fabrication de l'opinion en fait, hein, j'en parlais avec mes apprenants, avec mes élèves de licence l'année dernière, et donc sur une classe complète de une trentaine d'élèves, je crois qu'il n'y en avait qu'un seul qui s'informait avec l'équivalence sur l'Internet d'un journal papier. Je veux dire, tous les autres s'informaient à travers les réseaux sociaux, donc ils étaient uniquement informés par des gens qui ont pratiquement les mêmes opinions qu'eux, puisque c'est leurs amis en fait qui postent des choses sur les réseaux sociaux. Donc ça, ils restent dans leur zone de confort et dans leur zone d'opinion, je veux dire, sans forcément en sortir. Donc on voit que l'univers réel et l'univers virtuel sont très étroitement imbriqués maintenant. On est dans un modèle d'imbrication des deux univers. On est dans un modèle aussi où la perpétuelle disponibilité du virtuel n'est plus tellement remise en cause. C'est-à-dire que plus ça va, évidemment, plus les réseaux sont robustes, mis à part une catastrophe naturelle qui pourrait les faire complètement vaciller. Plus ça va, plus vous y avez accès absolument partout. Et plus ça va, plus vous n'avez aucun moment, en fait, où vous êtes tout seul sans avoir la possibilité de recourir à un guidage ou à une information par du virtuel. C'est très différent de ce qui se passait il y a simplement 20 ans. Voilà, donc ces modèles sont intéressants à penser, en fait, et c'est ce qu'on va essayer de faire dans ce cours, en fait, de penser ces différents modèles, et en particulier, évidemment, le dernier, et les utilisations de toutes les ressources qu'il comprend. Buren, qui date déjà un peu, cette partie-là, hein. Bien sûr, il y a des choses beaucoup plus récentes. Donc je vous ai renvoyé déjà à son site, vous verrez qu'il y a même des articles qu'il a produits en 2020 sur les formations hybrides et même des choses toutes récentes, en fait, avec l'accélération qu'a connue l'hybridation et l'enseignement à distance, avec la pandémie que vous connaissez et qu'on est encore en train de subir. Voilà, donc on va parler de ça, évidemment, de ces questions-là. Et on va se concentrer aussi sur les choses les plus récentes, en fait. Et on reviendra de temps en temps sur l'historique, bien entendu. Mais on ne peut pas faire un historique comme ça complètement linéaire, ce serait très ennuyeux. Donc on reviendra sur l'historique. Et là, on va aller vers du tout récent, en fait, en explorant les travaux de nos collègues de Grenoble, qui ont fait un MOOC avec beaucoup de choses palpitantes dedans. Qui parle des formations hybrides, qui parle de l'intercompréhension et qui parle des usages du web social. Et des usages du web social et d'Internet comme lieu de création, comme lieu de fabrication textuelle, etc. Donc on va voir qu'en fait, dans cette idée d'usage du web social, c'est des choses qui sont complètement en prise avec les usages actuels du web 2.0,
qu'on pourra exploiter pour produire des textes. On n'est pas forcément dans de la nouveauté extraordinairement nouvelle sur le plan pédagogique, puisqu'en fait on faisait déjà ça à partir du moment où on a commencé à travailler sur les typologies textuelles. Bon, je vous renvoie aux travaux de Jean-Michel Adam, si vous voulez, je vous donnerai des références bibliographiques. Mais à partir du moment où on a commencé à travailler sur les types de textes, on s'est rendu compte qu'il fallait produire différents types de textes, qu'il fallait apprendre à produire différents types de textes, pas simplement des rédactions complètement décrochées de la communication, mais aussi des lettres, des annonces d'emploi, des publicités, pourquoi pas, des notices pour faire fonctionner telle ou telle chose, des recettes de cuisine, et ainsi de suite, dans plein de types de textes différents. Pour ça, la méthode est en général la même, c'est-à-dire qu'on observe ce qui se produit, enfin on a des modèles en fait, on observe ce qui se produit, c'est-à-dire on va observer une quantité de description par exemple, ou une quantité de description de personnes, de description de lieux, pour en dégager des constantes, puis réutiliser ces constantes dans de la production de texte. Eh bien, on va faire exactement la même chose avec tous les nouveaux objets textuels qui circulent grâce aux nouvelles technologies. Donc évidemment, le premier auquel on pense, c'est l'email. Vous avez vu si vous regardez le clip d'Angèle Flou sur TV5, dans l'exploitation qui en est proposée, la production écrite à la fin, c'est écrivez un email qui raconte vos peurs. Je veux dire, en prenant modèle sur ce qui arrive à Angèle, qui s'inquiète de ce succès aussi rapide. Donc on a l'email, par exemple. Là, on va avoir encore plein de choses qui se font sur l'Internet, qui sont multipliées avec le Web 2.0, et c'est ce que c'est ce que vont nous expliquer nos collègues de Grenoble. Je m'arrêterai pour commenter de temps en temps leur production. Alors, je vais m'appuyer sur une vidéo qui vient d'un MOOC, du MOOC FN Lang de l'an dernier, en fait, qui a été rejoué plusieurs fois. Malheureusement, il n'est pas joué ce semestre, autrement je vous aurais renvoyé directement le suivre sur la toile et on en aurait parlé pendant les séquences d'interaction sur Big Blue Button. Voilà, donc exploiter le web social, Internet, un espace de production, donc c'est Thierry Soubrier, Mangenot et Charlotte Dejean, donc ses collègues de Grenoble, qui ont produit ces capsules, en fait ces petits clips où on travaille sur le web social, et donc je m'arrêterai éventuellement pour les commenter. Internet est couramment utilisé dans tous les secteurs de la vie personnelle et professionnelle. Faut-il transposer ces usages en classe? Est-ce souhaitable et quelle en serait la plus-value pédagogique? Après avoir passé en revue les usages actuels du web social, nous proposerons des pistes de réponse à ces deux questions. Depuis l'apparition des blogs à la fin des années 90, le web est devenu de plus en plus participatif. Alors que la publication de contenu en ligne était auparavant réservée à de rares initiés, il est désormais possible pour tout un chacun de faire entendre sa voix sur Internet. Intéressons-nous à 4 formes de participation, sans doute les plus connues et les plus répandues. La première est le commentaire. Dans une étude récente menée par la FING, la Fondation Internet Nouvelle Génération, il est précisé que ce sont les commentaires sur les biens et les services qui ont surtout explosé avec le web. La pratique de la critique amateur sur les biens culturels, disent les auteurs, est devenue intense et se concentre de plus en plus sur des plateformes dédiées aux critiques. On peut citer Allociné pour le cinéma, Babelio pour le livre, TripAdvisor pour l'organisation de voyages, ou encore Yelp, site de recherche de services et fournisseurs locaux, autant de sites dont le contenu éditorial est entièrement généré par les internautes. La montée en puissance de ces commentaires s'accompagne du déclin des critiques professionnelles. C'est ainsi qu'en 2012, le guide Michelin, guide gastronomique que tout le monde connaît, a été confronté à une baisse importante de ses ventes, qui sont passées de 500 000 exemplaires en 1996 à 107 000 en 2010. La société Michelin s'est donc vue dans l'obligation de créer à son tour un site internet pour essayer d'enrayer cette perte de notoriété. À quoi bon les inspecteurs du Michelin, s'exclamait alors Julien Thor, photographe et chroniqueur gastronomique sur son blog,
quand le monde entier est devenu critique gastronomique. Aujourd'hui, si je veux savoir où bien manger, je vais sur Internet. Toujours dans la même étude, on peut lire que dans le monde de la presse, la valeur d'un article est de plus en plus liée à des indicateurs de réception. Le nombre de fois où il a été transmis ou liké. On en arrive même à un système d'évaluation des évaluations, où les lecteurs évaluent l'utilité d'un commentaire ou d'une critique. C'est ce que l'on retrouve, par exemple, sur libération.fr, qui donne la possibilité aux internautes, pour chaque commentaire, de le signaler selon une échelle qui va de select à hors sujet, en passant par spam, offensant ou encore faux. Un journal comme le Huffington Post va même jusqu'à mettre en place un système de badge pour récompenser les meilleurs contributeurs. Ainsi, selon le nombre de commentaires publiés et d'articles partagés sur Twitter ou sur Facebook, une personne pourra recevoir un badge de super utilisateur de niveau 1 ou de niveau 2 et ses commentaires apparaîtront d'une couleur différente sur le site du journal. Si les modalités de participation changent d'un site de presse à un autre, tous offrent des espaces d'expression. Il s'agit bien sûr non seulement de donner la parole au plus grand nombre, mais aussi d'augmenter la valeur marchande du service ou du média en question. Les consommateurs, en attribuant des notes, en rédigeant des critiques, deviennent de nouveaux acteurs de la construction de la valeur des biens. Les échanges en ligne, qu'ils soient synchrones et asynchrones, écrits, oraux ou bien encore multimodaux, c'est-à-dire mêlant texte, images et sons, correspondent à la deuxième forme de participation. On se rend sur des forums de discussion pour trouver des réponses aux questions que l'on se pose au quotidien, sur des sujets techniques, sur des sujets informatiques, sur des sujets de santé, sur le site du Doctissimo par exemple, pour préparer un voyage, sur le site du Routard. On échange sur des sites de rencontres mythiques. On déclare sa flamme à une inconnue ou un inconnu croisé dans le métro, en se rendant sur le site bien nommé croisé dans le métro. On prend part également à des projets d'échange plus ambitieux qui s'inscrivent dans la durée, en participant par exemple à des communautés de pratique ou des communautés professionnelles comme Césamat, site qui rassemble des enseignants de mathématiques du secondaire en France. Une troisième forme de participation est liée aux nouveaux outils et services du web qui permettent d'élaborer collectivement des contenus. Un article sur Wikipédia, une carte conceptuelle dans MindMeister, une collection de signés, de favoris dans Pearl-Trees. Il existe une variété d'outils et de supports permettant de partager et de construire collectivement des connaissances. Enfin, et ce sera la dernière forme de participation que nous retiendrons, cet Internet ouvert et participatif permet de diffuser des œuvres personnelles et originales et parfois de trouver un vrai public. On connaît l'exemple de la chanteuse Irma, qui a commencé à se faire connaître par un cercle d'initiés sur YouTube, avant de gravir tous les échelons de la célébrité, jusqu'à tourner en concert et obtenir son premier disque d'or. Google, on s'en souvient, s'est servi de cette success story pour faire la publicité de son navigateur. Le web social permet de s'affranchir de la barrière éditoriale et de publier soi-même une large gamme de productions sur Internet. De la musique sur SoundCloud, des audioguides ou des cartes postales sonores sur Mix Avenue, des articles de presse dans Agoravox, des dessins humoristiques dans Beurre Dessiné, des critiques de cinéma dans Allociné, bref. Le consommateur devient de plus en plus actif, enrichi, commente, assemble, agrège, produit même. La distinction entre professionnels et amateurs tend à s'estomper. On mentionne quatre types de textes et types de production ou d'échanges qu'on va trouver sur l'Internet, sur le Web 2.0. Et vous voyez que c'est un énorme changement, en fait, évidemment, puisque maintenant, donc, la prise de parole sur l'Internet n'est plus quelque chose qui est limité à des spécialistes qui maîtrisent le code HTML, etc. C'est le grand public, évidemment, qui peut le faire à travers les blogs, à travers tous des sites du web social, à travers des sites qui permettent de faire de la critique gastronomique ou de la critique de cinéma, comme ceux qu'il a mentionnés. Donc vous voyez tout l'intérêt pour la production, en fait, que ça peut avoir. C'est-à-dire qu'on va pouvoir fabriquer maintenant ce type de texte, analyser ceux qui sont produits, fabriquer ce type de texte pour faire progresser nos apprenants sur le plan linguistique et sur le plan de la prise de parole.
Je veux dire, d'autre part, on pourra aussi tout à fait, je veux dire, Grenoble et d'autres collègues ont fait pas mal d'expériences de cet ordre-là, mettre les productions en ligne pour qu'elles rencontrent un public ou pour qu'elles suscitent des échanges. Donc c'est tout l'intérêt de ces technologies-là. Vous voyez que c'est pas une révolution complète, mais on a changé en fait par rapport à ce qu'on pouvait faire en pédagogie freinée avec un journal de classe. Eh bien, on le fait maintenant avec des nouvelles technologies et on peut s'adresser à la planète entière ou à des correspondants à distance. Donc le commentaire, c'est 4 types d'activités. Donc le commentaire, comme la critique gastronomique, la critique d'un hôtel, la critique de cinéma, la critique littéraire. Donc vous voyez que c'est des types de textes qu'on peut très bien produire avec une classe et qui vont avoir un intérêt didactique assez fort. Les échanges en ligne, donc là il y a aussi toutes les... donc Thierry mentionne Doctissimo, mais aussi Mythique, même les sites de rencontres. Donc il y a toute une série de choses effectivement qui fonctionnent à travers l'Internet. Bon, voilà, on est aussi dans de la production éventuellement textuelle et on peut regarder ce qu'il en est. Hein. Je veux dire, c'est comme on pouvait avant rédiger une petite annonce pour un journal ou utiliser dans une simulation globale le tableau d'affichage d'un immeuble pour poster une petite annonce, on pourra très bien vendre sa voiture ou un vase ou un meuble sur le Bon Coin, par exemple. Et donc apprendre à rédiger l'annonce qui correspond. L'élaboration collective de contenu, ça c'est un des aspects très intéressants de l'Internet et ça va plus loin en fait que cette élaboration collective de contenu parce qu'il y a même une partie de la révolution de l'informatique qui tient sur l'élaboration collective de systèmes d'exploitation. Je pense à Linux, hein, bien sûr, que j'utilise sur mon autre ordinateur là, qui est à côté. Donc Linux, c'est un système d'exploitation qui est complètement élaboré par des communautés. En fait, chaque distribution a derrière elle des communautés de programmeurs qui fabriquent au quotidien et qui améliorent au quotidien le système d'exploitation. C'est pareil pour Wikipédia. Donc maintenant, l'agrégation des connaissances, en fait, va aussi se faire de façon collective. Et c'est très intéressant parce que ça remet en question même probablement en partie le pouvoir des universitaires, entre le pouvoir de la science reconnue dans certains cas. Bon, même si on va pas aller si vite que ça en besogne, mais c'est assez drôle, vous verrez. Enfin, je veux dire, pas mal d'enseignants vous diront ah non, Wikipédia ça vaut rien parce qu'il n'y a pas, c'est pas une revue avec un comité de lecture qui valide, etc. Et ben c'est pas si évident que ça en fait, parce que Wikipédia, des fois, il y a toute une série de gens qui valident, qui relisent des articles, qui collaborent, et c'est une création collective qui éventuellement est plus relue et plus vérifiée. Certains articles sont certainement plus relus et plus vérifiés que les articles dans des revues scientifiques. Évidemment, il y a d'autres articles où on va trouver un peu n'importe quoi. Donc il faut avoir une certaine connaissance du domaine pour être à même de juger de ce qui se passe. Mais en tout cas, cette élaboration collective des connaissances, ça c'est quelque chose d'absolument fondamental. Je veux dire, d'autres sociétés animales, ou bon, il y a des sociétés humaines évidemment, mais des sociétés animales comme celle des fourmis fonctionnent sur une forme d'intelligence collective. Là, si on arrive à cumuler le côté fourmi et le côté humain, ça peut aller probablement très loin. Donc l'élaboration collective des contenus, ça c'est une démarche effectivement à reprendre dans une classe. Pour fabriquer un article de Wikipédia ou un article par exemple sur le pays où vous êtes, la ville où vous êtes, le quartier où vous êtes, les langues qui sont parlées dans le pays où vous êtes en train d'apprendre le français. Bon, il y a toute une série de possibilités évidemment à explorer avec une classe. La diffusion d'œuvres originales, bon, ben ça on le fait éventuellement voilà, on le fait. Bon, l'exemple de la musicienne, enfin de la chanteuse Irma est assez saisissant. Voilà, on peut le faire à un degré beaucoup moindre. Bon, moi je connais plein de gens qui ont des blogs littéraires ou qui font des choses. Enfin, certains sont d'ailleurs des grands écrivains. Enfin, je pense par exemple à François Bon, qui est un remarquable écrivain, qui maintenant fait des performances et enregistre sur Internet, en vidéo, propose des vidéos sur une chaîne YouTube sur la littérature française, sur sa démarche, etc. C'est tout à fait passionnant. Donc ça aussi, on peut l'explorer avec une classe
et réinvestir dans des productions éventuellement et les mettre en ligne et continuer le jeu. J'en arrive ici à la deuxième partie de mon propos. Quel peut être l'intérêt d'introduire en classe ces pratiques participatives et quelle place leur accorder? Il est peut-être utile de distinguer ici 3 niveaux que l'on peut avoir tendance à confondre. Les niveaux pédagogiques, didactiques et éducatifs. La pédagogie renvoie à la gestion de la classe. Organisation de la séance de travail, utilisation de l'espace, gestion du climat, de l'ambiance, des relations interpersonnelles. La vie numérique, telle que nous l'avons décrite, met l'accent sur la participation, l'engagement, le collectif. Autant d'aspects que les enseignants cherchent à soutenir dans leur classe. Amener les apprenants à prendre une part active aux échanges ou à publier des productions en ligne peut être un moyen d'encourager le travail en groupe et de motiver les apprenants. C'est également la possibilité de repousser les murs de la classe, de sortir du strict cadre scolaire de manière à confronter les apprenants à des situations de communication de la vie réelle et de renouer ainsi avec les pédagogies actives. Le deuxième niveau est celui de la didactique. À la différence de la pédagogie, la didactique se présente comme une discipline scientifique dont l'objectif est de proposer, à partir de l'analyse de situations de classe, des grilles d'interprétation du réel, autrement dit des modèles ou des catégories descriptives, permettant de décrypter et de guider l'action. À titre d'exemple, un des modèles les plus connus est sans doute le triangle de Husserl, qui propose de décrire toute situation pédagogique à partir de la nature des relations existant entre les 3 pôles d'un triangle, enseignant, savoir, élève. Une pédagogie transmissive privilégiera par exemple la relation enseignant-savoir, tandis qu'une pédagogie orientée vers l'auto-formation privilégiera la relation élève-savoir. La perspective actionnelle, si elle ne constitue pas en elle-même un cadre didactique, propose cependant de reconsidérer certains éléments constitutifs de la situation pédagogique. Le développement de compétences générales et langagières passe en effet par l'accomplissement de tâches définies dans le cadre européen commun de référence pour les langues comme un ensemble d'actions finalisées dans un certain domaine avec un but défini et un produit particulier. Les liens à établir avec les pratiques participatives du web semblent ici assez évidents. Publier une critique gastronomique sur le site de voyage TripAdvisor, par exemple, c'est bien s'exprimer en tant qu'acteur social dans un domaine d'action particulier, aller au restaurant, dans un environnement donné, le web, avec un but défini, donner son avis sur un restaurant, et un produit particulier, le commentaire en lui-même. Reste bien sûr à mettre en place les conditions favorables aux apprentissages, mais ce n'est pas là l'objet de cette vidéo. Dans une publication récente dans le Français dans le monde, Recherche et application, Charlotte Dejean et Elke Nissen ont bien montré la convergence qui existe entre la perspective actionnelle et les pratiques participatives du web social. Je ne peux que vous inviter à lire cet article si vous souhaitez creuser davantage cet aspect. Les références précises sont mentionnées dans un document complémentaire à cette vidéo. Enfin, si l'on se place à un niveau éducatif plus général, on peut se demander s'il ne fait pas partie des missions de tout enseignant, et des enseignants de langue en particulier, de développer les capacités des apprenants, comme le disent Fastrez et De Smet, à évoluer de façon critique et créative, autonome et socialisée, dans l'environnement médiatique contemporain. Internet est omniprésent, on l'a vu, dans toutes les sphères de la vie personnelle et professionnelle, voire même de plus en plus de la vie éducationnelle. Plusieurs auteurs, essentiellement anglo-saxons, attirent l'attention sur les nouvelles compétences à développer chez les apprenants en termes de littératie numérique, comme Jenkins par exemple, qui identifie 12 nouvelles aptitudes de base, parmi lesquelles, par exemple, la capacité à partager des connaissances dans un but commun, ou bien encore la capacité à voyager à travers différentes communautés, à identifier et respecter les différentes perspectives et à suivre des normes alternatives. On le voit, le web social offre de réelles potentialités pour essayer d'innover sur le plan pédagogique, en amenant les apprenants à davantage s'investir dans leur utilisation de la langue culture cible et en faisant en sorte que les enseignants optent pour une pédagogie plus active. Cette potentialité qui reste à exploiter
et dont vous pourrez débattre dans le forum de discussion. L'intérêt d'introduire ces pratiques dans la classe et d'observer ces nouveaux types de textes, c'est qu'on réactive une pédagogie active. On réapprend on se relance dans une pédagogie active en fabriquant des objets textuels avec les élèves et des objets textuels qui seront plus motivants parce qu'ils correspondent à des pratiques qu'ils ont. Il ne faut pas se faire trop d'illusions, les pédagogues sont toujours un peu en retard par rapport aux élèves, par rapport à leur appropriation des technologies. Mais ceci dit, on peut y travailler. Je veux dire, j'ai vu des trucs tout à fait merveilleux en fait dans des productions, par exemple de dessins animés avec des classes aux États-Unis, avec des iPads en fait sur eMovie en fait. Vous avez du dessin animé image par image ça permettait de travailler le récit et l'acquisition du français en l'occurrence. C'était dans une classe où on apprenait le français. Donc des projets comme ça, évidemment, ça relance la pédagogie active et d'autre part, ça permet aussi de voir, de travailler sur la computer literacy, donc la connaissance de l'alphabétisation numérique, quoi. Je veux dire, en gros, c'est à savoir comment ça marche et voir comment sont fabriqués les sites ou les sites collaboratifs auxquels on va contribuer. Donc ça permet de mieux comprendre en fait justement comment se construit l'opinion par exemple, comment des commentaires vont influer sur tel ou tel groupe d'internautes. Donc c'est tout à fait intéressant à suivre ce genre de choses-là. Je veux dire, vous voyez qu'en travaillant sur la computer literacy, on fait aussi le travail du B2I et au-delà, c'est-à-dire qu'on apprend à maîtriser en fait la production textuelle, comme on pouvait apprendre avant à voir comment était fabriqué un journal et comment se faisait la fabrique de l'opinion. Je veux dire, on est dans le même type de cas de figure. Donc pédagogie active, collaboration, motivation et connaissance de la fabrication de l'Internet et de la fabrication des connaissances en ligne. C'est tout pour aujourd'hui pour les contenus nouveaux, mais je vous avais dit que je voulais vous envoyer une petite vidéo sur l'histoire de l'Internet, donc voilà, la voici. Tout débute en octobre 1957, quand les Soviétiques prennent les Américains par surprise en envoyant le satellite Sputnik dans l'espace. En pleine guerre froide, une telle prouesse véhicule un message dont les États-Unis se seraient bien passés. L'URSS est la superpuissance technologique du moment. En février 1958, le président Eisenhower crée l'agence gouvernementale aujourd'hui connue sous le nom de DARPA. Sa mission est de veiller à la constante supériorité technologique des Américains face au reste de la planète. Dorénavant, ils ne doivent plus jamais se faire damer le pion par qui que ce soit. Afin de coordonner les différents centres de recherche du pays autour de cet ambitieux projet, le professeur Licklider imagine en 1962 un système de mise en réseau informatique novateur. L'idée est de permettre aux ordinateurs des universités et des laboratoires d'échanger plus rapidement de l'information. En août 1968, les travaux initiés par Licklider conduisent au lancement du projet ARPANET, le premier réseau informatique à grande échelle de l'histoire. Ce système est basé sur l'échange de données par paquet. Autrement dit, l'information est découpée en petits morceaux par l'émetteur, ces morceaux voyagent sur le réseau indépendamment les uns des autres, et le tout est finalement réassemblé à la réception. L'idée derrière cette segmentation des données est d'optimiser au maximum l'utilisation des ressources à disposition. Le 29 octobre 1969, le tout premier message du réseau ARPANET est envoyé par l'Université de Los Angeles. Il s'agit d'un simple mot, login, adressé à l'Institut de recherche de Stanford. Les deux premières lettres sont envoyées avec succès, mais la troisième fait planter le système. Un échec partiel qui n'a finalement que peu d'importance. Les scientifiques savent maintenant qu'ils tiennent le bon bout et que l'ARPANET ne tardera pas à être opérationnel. En 1972, l'ARPANET compte déjà 23 ordinateurs, dont certains sont situés hors des États-Unis. Il dispose aussi d'un système de courriel développé par Ray Tomlinson.
Cet ingénieur informaticien est l'homme à l'origine du terme email et de l'utilisation du caractère arrobase dans les adresses électroniques. En parallèle de l'ARPANET, d'autres réseaux vont se développer. Dès lors, les protocoles de communication se multiplient et les échanges deviennent de plus en plus compliqués. Pour résoudre le problème, Vint Cerf et Bob Kahn proposent en 1974 le protocole TCP, qui deviendra un peu plus tard le protocole TCP/IP. Simplifiant grandement les échanges entre réseaux, le TCP/IP va rapidement s'imposer comme la nouvelle norme. Dans les années 1980, l'ARPANET n'est plus qu'une composante d'un Internet mondial de plus en plus dense. Partout, des organisations connectent leurs ordinateurs les uns aux autres afin de pouvoir collaborer plus efficacement. Mais la véritable révolution survient en 1991, quand Tim Berners-Lee, un chercheur du CERN, dévoile sa nouvelle invention, le World Wide Web. L'idée n'est plus simplement de connecter des ordinateurs entre eux. Grâce à cet ingénieux système, on peut à présent consulter des pages hébergées sur un serveur à l'aide d'un outil très pratique, le navigateur. Ces pages sont logiquement interconnectées par des liens cliquables qui permettent à l'internaute de passer d'un contenu à l'autre de façon parfaitement intuitive. Pour réaliser ce tour de force, Tim Berners-Lee passe par le développement du langage HTML, du protocole HTTP et du format URL. Un travail colossal que l'inventeur aurait pu faire le choix de commercialiser. Mais l'homme pense que le web est bien trop important pour ça. Il va donc décider d'en faire cadeau à l'humanité. Un cadeau qui va permettre le développement de la toile telle que nous la connaissons aujourd'hui. Ce projet, enfin, l'aboutissement du World Wide Web, les débuts avec Tim Berners-Lee et pas mal des informaticiens qui ont été à l'origine du projet, on se rend compte que c'était très utopique. Je veux dire que bon, ça fonctionne, mais l'utopie de la gratuité, l'idée que tout le monde allait pouvoir communiquer, qu'on allait mettre gratuitement des ressources à la disposition de tous, etc. Enfin, bon, il en reste un petit quelque chose dans l'Internet, mais une grande partie a quand même disparu pour être principalement remplacée par des activités commerciales ou des activités de marketing. C'est bien dommage. Mais voilà, donc on se rappelle aussi des débuts, en fait, je ne sais pas si c'est pas Ray Tomlinson qui disait ça, the best security is enter, en fait, on ne mettait même pas de mot de passe en fait, sur les sites et ainsi de suite, c'était complètement ouvert. Cet esprit-là reste un peu parmi les gens qui travaillent sur Linux. Il a complètement disparu quand on va maintenant dans la Silicon Valley. Donc, je vous disais il n'y a pas très longtemps. Maintenant, ceux qui font des fortunes, en fait, c'est les gens qui font du marketing ou qui font du commerce en ligne. Je veux dire, c'est plus du tout des bandes d'allumés qui sont dans leur garage et qui bricolent des composants électroniques pour fabriquer un ordinateur, puis l'Internet gratuit, ouvert et participatif. Voilà, je vous parlerai de tout ça. Alors évidemment, tout ça va aussi avec des investissements colossaux, ce qui fait que c'est pas si simple que ça. Enfin, je veux dire, on ne peut pas tout faire depuis son garage, comme l'ont fait Bill Gates et Steve Jobs au départ. Je veux dire, j'étais par exemple en Mauritanie au moment où on a déployé les réseaux, c'est des investissements énormes, et c'est évidemment ce qui va rapporter après beaucoup d'argent. Je veux dire, j'étais en Mauritanie au moment où on a déployé le câble sous-marin en fait, qui passe tout le long de l'Afrique. Et donc j'ai observé ça avec même un grand intérêt, puisque je fabriquais à ce moment-là, enfin, je travaillais avec l'université de Nouakchott, et donc on était en train d'équiper un centre de langue, et c'est moi qui ai implanté en fait le premier centre de ressources informatiques dans ce centre de langue. Bon, il y avait déjà le campus de l'AUF qui était à côté, mais c'était la première salle d'informatique avec des ordinateurs connectés à Internet dans ce centre de langue. Et c'était la première liaison Wi-Fi de l'université de Nouakchott depuis le bâtiment des serveurs jusque vers chez nous. Je vous raconterai l'histoire un jour en détail. Donc j'ai bien observé le déploiement du câble le long des côtes de l'Afrique. Et bon, la Mauritanie, c'est un petit pays, c'est 1 million de personnes.
Donc quand le câble est arrivé, donc il y a eu une sortie, des gros câbles avec je sais pas combien de milliers de paires de fibres optiques. Donc quand il faut faire une sortie pour aller vers un pays, en fait, ça doit être un peu compliqué. Il faut raccorder les fibres optiques, je ne sais pas exactement le processus technique. En tout cas, ça coûte assez cher et il faut que ce soit rentable. Donc quand ils ont vu la Mauritanie, ils se sont dit, bon, 2 millions d'habitants, même pas la peine de mettre une sortie du câble, donc on mettrait une sortie du câble vers le Sénégal, mais pas vers la Mauritanie. Donc vous voyez que la fracture numérique peut se jouer sur des choses comme ça. C'est pareil quand j'étais au Vanuatu, là aussi j'ai vu arriver le câble sous-marin qui vient d'Asie, je ne sais plus exactement par où il passe celui-là. Et donc ça a mis très très longtemps en fait avant qu'on puisse avoir ce câble sous-marin avant qu'il arrive jusqu'au Vanuatu, parce que techniquement c'est compliqué, il y a des grandes fosses marines, il ne faut pas que le câble tombe dedans, etc. Donc c'est pas si simple que ça. Et puis il y avait aussi des gros problèmes, des gros intérêts de marché, parce que ce câble-là coûtait la bagatelle de 30 ou 60 millions de dollars, et donc évidemment il fallait que ce soit rentabilisé. Donc toutes ces histoires, je trouve, sont assez fabuleuses et assez fabuleusement passionnantes, parce que ça permet de voir comment on va faire circuler l'information dans le monde aussi, et comment on peut changer en fait la donne avec des nouveautés technologiques.